Mes parents vénéraient la carrière de ma sœur et se moquaient de la mienne, jusqu'à ce que je rachète son entreprise et la renvoie devant tout le monde au dîner de Pâques. Le dîner de Pâques chez mes parents a toujours été une véritable institution. Même plat, mêmes histoires, même jambon trop cuit, et la même foutue tension qui colle au mur comme l'odeur d'ananas rôti. Chaque année, Beth, ma sœur aînée de 3 ans et de 100 accomplissements surfaits, se glisse à sa place en bout de table comme si elle l'avait mérité, comme si c'était un trône, comme si elle n'avait pas obtenu cette place simplement parce que maman a toujours découpé la dinde à cette extrémité. Et Beth s'asseyait toujours à côté d'elle, s'imprégnant de leur approbation comme si c'était la lumière du soleil et qu'elle était la plante verte de la famille. Cette année n'était pas différente, sauf qu'elle l'était. J'étais de retour en ville après avoir conclu le genre d'affaires qui pousse les gens à chercher votre nom sur Google. En toute discrétion, bien sûr. Pas d'interview, pas de photos de presse, juste quelques lignes sur LinkedIn et un email envoyé à toute l'entreprise à 16h un vendredi après-midi. C'est comme ça que j'aime les choses. C'est ma façon de fonctionner. La discrétion plutôt que l'esbrouf, les résultats plutôt que le bruit. Mais Beth, elle, fonctionne comme un putain de corps de brume dans une bibliothèque. Nous y voilà donc. La purée de pommes de terre circulait, maman en était déjà à son 2e scotch, et Beth se lançait dans sa dernière tirade sur le fait que l'industrie de la tech n'est pas pour les faibles. Quelque chose sur la culture du « juste » et sur l'intelligence émotionnelle qui serait surfaite. Au début, je n'écoutais même pas. J'étais plus concentré à essayer de couper le blanc de dinde sec sans qu'il ne s'effrite en sueur. Mais c'est laquelle l'a dit. Tout le monde, a-t-elle dit en se penchant en arrière comme une reine à la cour, n'est pas capable de gérer une vraie carrière dans la tech. Elle a balayé la table du regard comme si elle attendait des applaudissements ou au moins un signe de tête de maman. Et bien sûr, maman a émis ce petit grognement d'approbation qu'elle ne réserve qu'aux paroles de Beth. Je n'ai pas bronché, pas scié, j'ai juste pris une longue gorgée de vin rouge pendant que mon cerveau classait cette information. J'ai vu grand-père Gênes me jeter un coup d'œil. Il n'a rien dit pour l'instant, mais ses yeux se sont plissés, et c'est toujours le premier avertissement avec lui. Puis est venue la 2e salve de vantardise. Beth racontant comment elle avait dû licencier un tiers de son équipe le mois dernier. Elle l'a dit avec une étrange fierté, comme si virer des gens faisait d'elle une sorte de leader badass. Elle appelait ça un « redimensionnement ». J'appelais ça. Enfin. Elle a ri. A dit que je ne comprendrais probablement pas, puisque je n'étais pas vraiment dans les tranchées. Je pouvais voir papa s'agiter sur sa chaise, essayant de désamorcer la situation avant qu'elle ne se transforme en un de ces chants de mine passif-agressif qui durent tout le week-end. Il lui a demandé comment se portait l'entreprise, et elle a commencé à lancer des chiffres, projections de revenus, perte du premier trimestre, pression des investisseurs. Tout cela semblait impressionnant, sauf si vous saviez vraiment ce que cela signifiait, ce qui était mon cas. Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'avais peur de parler, mais parce que je voulais voir jusqu'où elle irait, creusant sa propre tombe avant que quelqu'un ne lui tende une lampe de poche. Ce quelqu'un s'est avéré être grand-père. Pour situer le contexte, grand-père Gênes frôle les 90 ans, mais il est encore assez vif pour faire ses propres impôts et détruire les égos comme s'il jouait au tap-taupe. Il a toujours joué sur le long terme dans cette famille. Le patriarche, l'observateur, celui qui se souvient de tout et n'oublie rien. Il a attendu le moment où Beth a repris son souffle entre sa stratégie de pivot du 4e trimestre et la gestion de la chaîne de commandement. Puis il s'est tourné nonchalamment vers moi et a posé la question qui allait faire voler en éclats toute la dynamique suffisante de la table. C'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne, Aaron ? Je vous jure, on aurait pu entendre une mouche voler. Pas seulement une mouche, mais une particule de poussière, un souffle, un battement de cœur. Beth s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Maman a arrêté de mâcher en plein milieu, ce qui n'arrive presque jamais, sauf si quelqu'un meurt ou que le courant est coupé. Papa a fixé son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Et moi ? J'ai continué à mâcher mon petit pain comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas d'allumer une allumette dans une pièce pleine de propane. Beth a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis a eu un petit rire. Un peu trop fort, un peu trop faux. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit, la voix montant d'un demi-ton plus haut que d'habitude. C'était une fusion, un alignement stratégique d'intérêts mutuels. Grand-père a haussé un sourcil. A-t-il dit, de la seule manière dont les grands-pères peuvent le faire quand ils savent que vous racontez des sornettes, mais qu'ils veulent vous voir vous tortiller un peu plus longtemps. Je n'ai pas dit un mot.
pas encore. Parce que quand la vérité est chargée et prête à tirer, on ne gaspille pas la première balle. On vise l'impact. Ce que Beth ne savait pas, c'est que j'avais passé les 8 derniers mois à regarder son entreprise prendre l'eau depuis les premières loges. Et quand le moment a été venu, quand le conseil d'administration était désespéré, quand les licenciements ont frappé, quand le moral était au plus bas, j'ai agi. Proprement, légalement, efficacement. Et maintenant, son nom était sur l'organigramme, en dessous du mien. Je ne l'ai pas fait par vengeance, mais bon sang, si ça n'y ressemblait pas. Nous y voilà donc. Dîner de Pâques. Ma sœur, le visage rouge, mes parents abasourdis, et mon grand-père souriant comme un chat qui vient de faire tomber un vase de la table. Il n'y a pas eu de deuxième acte à ce moment. Juste le silence. Un silence pur, inconfortable, magnifique. Parce que parfois, la chose la plus bruyante dans une pièce est la vérité que personne n'a vu venir. Et en attrapant la saucière, j'ai su que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste la première fissure dans le petit miroir parfait que ma sœur avait construit autour d'elle. Avez-vous déjà remarqué comment certaines familles ne prennent même pas la peine de cacher leurs favoris? La nôtre n'était pas subtile à ce sujet. Beth a été l'enfant prodige dès la minute où elle est sortie du ventre de ma mère. Je suis arrivé 3 ans plus tard. Plus silencieuse, plus potelée, plus une arrière-pensée qu'un plan. Papa a toujours dit que j'étais son cadeau surprise, mais j'avais plutôt l'impression d'être le lot de consolation pour des parents déjà trop fatigués pour accorder toute leur attention à un deuxième enfant. Beth recevait les applaudissements. Je recevais les listes de choses à faire. En grandissant, elle a eu le meilleur de tout avant même que j'aie la chance de savoir que c'était quelque chose que je voulais. Premier vélo, rouge brillant, choisi dans le plus beau magasin de la ville. Le temps que je sois assez grande pour en faire, j'ai eu le sien, repeint à la bombe en bleu, avec les roues déjà voilées. Première voiture, une Civic d'occasion mais impeccable avec une chaîne stéréo assez puissante pour émerder les voisins. La mienne? La vieille Taurus de papa qui sentait les pieds et le désespoir. Quand elle faisait une bêtise, ils appelaient ça de l'ambition. Quand je faisais quelque chose de bien, c'était soit de la chance, soit un bruit de fond. Je n'étais pas en colère. Pas à l'époque. La colère demande de la chaleur. Et à l'époque, tout ce que j'avais, c'était une froide détermination. Une sorte d'inventaire silencieux que j'ai commencé à tenir dans un coin de ma tête. Beth était bruyante, charmante, toujours sous les feux de la rampe. Reine du bal, équipe de foot du lycée, sur la liste du doyen. Sur chaque foutue photo de famille, elle était au premier plan. J'étais toujours quelque part sur le bord du cadre. Généralement en train de cligner des yeux ou de tenir la veste de quelqu'un d'autre. Quand l'université est arrivée, il n'y a même pas eu de discussion. Beth a été admise au MIT, décision anticipée, pleine d'assurance et de prêts étudiants. Toute la famille a organisé un barbecue comme si elle venait d'être recrutée par la NASA. Je suis allé dans un community college à 3 villes de là et je n'ai même pas eu de carte. Ça ne me dérangeait pas. Pas vraiment. J'ai su très tôt que je ne gagnerais jamais en jouant son jeu, et qu'essayer de surpasser Beth à sa propre parade ne ferait que me faire piétiner. Alors, j'ai commencé à jouer à un jeu complètement différent. Un jeu avec des échéances plus longues, moins d'acclamations mais des enjeux plus élevés. Beth s'est spécialisée dans quelque chose qui sonnait impressionnant. Informatique avec une mineure en commerce, et elle a passé ses étés en stage dans des entreprises dont vous reconnaîtriez les noms. J'ai passé les miens en freelance sous un faux nom d'entreprise parce que les clients ne me prenaient pas au sérieux autrement. Je créais des sites web, réparais des réseaux en panne et j'ai appris à coder comme si mon avenir en dépendait. Parce que, franchement, c'était le cas. Je me souviens encore de l'été après sa 3e année, quand je l'ai appelé pour lui demander de l'aide sur un problème sur lequel je butais. Je me suis dit que de sœur à sœur, elle pourrait me donner un coup de main. Elle a ri, pas un petit rire, mais un grand éclat de rire comme si je lui avais demandé de nettoyer mes toilettes. Elle m'a dit de chercher sur Google comme tout le monde. Je n'ai jamais oublié ça. Non pas parce que ça m'a blessé, ce qui a été le cas, mais parce que ça m'a montré exactement quel genre de personne elle était sous tout ce vernis. Et ça m'a dit que je ne lui demanderai plus jamais rien. Après ça, je suis devenue sérieuse. J'ai abandonné le community college, non pas parce que je n'y arrivais pas, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin du diplôme. J'ai appris le reste par moi-même. J'ai appris en faisant, en me plantant, en reconstruisant à partir de 0 plus de fois que je ne peux le compter.
J'ai appris à coder en 3 langages, j'ai lancé de petits outils et applications, j'ai revendu quelques petits projets, et finalement j'ai créé une entreprise dont personne n'avait entendu parler, mais qui rapportait de l'argent, du vrai argent. Pendant que Beth grimpait les échelons de l'entreprise, je construisais tranquillement les miens. Au fil des ans, nous avons dérivé comme 2 navires dans des courants différents. Elle apparaissait aux événements familiaux dans des tailleurs hors de prix, citant le dernier produit de son entreprise. J'arrivais en jean, généralement en retard, je disais le moins possible et je partais tôt. Personne ne savait ce que je faisais, et j'aimais ça. Ils supposaient que je me la coulais douce. Qu'ils le pensent. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais besoin de temps, et le temps était quelque chose que j'avais appris à investir mieux qu'aucun d'entre eux. Alors, quand l'entreprise de Beth a commencé à péricliter, je l'ai vue avant elle. J'ai suivi les tendances, les licenciements, les mauvaises embauches, la structure hypertrophiée. J'ai vu leur taux de dépenses dépasser leur croissance. Et quand le conseil d'administration a commencé à faire du bruit à propos d'une restructuration, j'ai passé quelques coups de fil. À ce moment-là, mon entreprise avait des ressources, un effet de levier, surtout, aucun bagage émotionnel. Je n'ai pas ciblé Beth. J'ai ciblé l'inefficacité, l'opportunité, la mauvaise gestion. Le fait qu'elle soit incluse dans le lot, c'était juste une petite blague cosmique que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas une victoire. C'était autre chose. Quelque chose de plus silencieux, comme de finalement gratter une démangeaison que vous avez depuis 30 ans. Pas exactement satisfaisant, mais nécessaire. J'aurais pu le dire à mes parents tout de suite. J'aurais pu appeler Beth, la prévenir, lui donner une chance de sauver la face. Mais je ne l'ai pas fait, parce que certaines vérités ne sont pas faites pour être épargnées. Certaines vérités méritent une révélation lente. Surtout quand toute la foutue famille regarde. Ma sœur Beth était assise là, la bouche légèrement ouverte, clignant des yeux comme si quelqu'un venait de la frapper avec un pistolet paralysant entre les 2 yeux. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, elle n'avait absolument rien à dire. Grand-père venait de la griller devant tout le monde. Et c'était le genre de choses dont on ne se remet pas avec une blague rapide ou un sourire narquois. On ne peut pas rire du fait que sa petite sœur possède l'entreprise dont on vient de se faire virer. Même Beth, la reine du haussement d'épaules confiant et du jargon d'entreprise, ne pouvait pas dorer la pilule. J'ai pris une lente gorgée de mon vin. Juste assez pour laisser planer le doute. Juste assez pour lui donner l'espace de s'enfoncer encore plus, parce que je savais que c'était exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Papa est intervenu comme le fait une personne qui voit un accident de voiture sur le point de se produire. Il a dit quelque chose sur le fait que les entreprises fusionnent tout le temps de nos jours, que ce ne sont que des affaires, que peut-être nous ne devrions pas parler boutique à table. Sa voix était douce, mais ses yeux suppliaient, passant de l'une à l'autre comme s'il pouvait transformer ce moment en quelque chose de moins humiliant pour sa première-née. Maman n'a pas dit un mot, ce qui n'était pas vraiment surprenant. Elle n'a jamais été très douée pour l'expression émotionnelle, sauf quand il s'agissait de la défaite de l'équipe de football ou d'une gaffe au travail. Beth a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle se soit brisée quand elle l'a utilisée. Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-elle dit, essayant de retrouver une version de son sang-froid arrogant habituel. Ce n'est pas comme si je travaillais pour elle maintenant. C'est une fusion. 2 entreprises égales qui unissent leurs forces. Une manœuvre stratégique standard. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai juste coupé mes pommes de terre et je les laissé continuer. Nous consolidons la direction, a-t-elle poursuivi, essayant de sonner comme un communiqué de presse. Il y a une période de transition. Rien ne change du jour au lendemain. C'était drôle de la voir se mentir à elle-même en temps réel, comme si peut-être, en le disant assez de fois à voix haute, cela deviendrait vrai. Puis elle s'est tournée vers moi comme si elle venait de se souvenir que j'étais dans la pièce. D'ailleurs, a-t-elle dit en penchant la tête de cette manière qui la sortait toujours d'affaire, tu ne comprendrais pas vraiment. Tu es plutôt une freelance, n'est-ce pas? Ce petit mot est resté en suspens, freelance, comme si c'était une maladie ou une mauvaise habitude que je n'avais pas réussi à abandonner. Et c'est là que je l'ai dit. Oui, lui ai-je répondu. Ma voix était égale, presque chirurgicale. Le genre qui a signé ton indemnité de départ la semaine dernière. Ça n'a même pas eu l'effet d'un coup de poing. C'était comme allumer un interrupteur. Une seconde, la pièce était tendue. La suivante, c'était juste moi,
lui tendant un miroir et la laissant voir ce que nous tous savions depuis des années. C'est à ce moment-là que maman s'est levée. Elle n'a rien dit, s'est juste levée lentement, repoussant sa chaise comme si elle pesait plus lourd que prévu, et a quitté la pièce. Pas de sortie dramatique, pas de regard furieux, juste le silence et le bruit de ses pas. Et c'était en quelque sorte pire, parce que si elle avait crié, si elle avait hurlé, ça aurait été familier, attendu. Mais ce silence semblait final, comme la partie d'une histoire où quelqu'un ferme une porte et vous savez qu'elle ne s'ouvrira plus. Beth est restée assise là, la regardant partir, la bouche tremblant comme si elle voulait s'expliquer mais ne trouvait pas les mots. Papa a tendu la main vers la sienne, mais elle l'a retirée, les yeux toujours fixés sur le couloir où maman avait disparu. Grand-père s'est simplement remis à ses carottes, mâchant lentement, méthodiquement, comme s'il avait déjà tout vu et n'était surpris de rien. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Parce que certaines victoires ne sont pas bruyantes. Elles ne viennent pas avec des larmes ou des applaudissements. Elles viennent avec le silence, un silence qui s'installe dans votre poitrine et rend la respiration difficile, non pas par tristesse, mais par le poids de la vérité qui finit par tomber en place. Et en regardant autour de la table les gens qui me voyaient autrefois comme l'ombre de la femme assise en face de moi, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre jusqu'à ce moment précis. Je n'avais plus rien à prouver. Ni à elle, ni à maman, ni à aucun d'entre eux. J'avais déjà gagné. Ça n'a pas commencé par un plan machiavélique ou une vendetta que je portais comme une arme chargée depuis 20 ans. Ça a commencé comme la plupart des choses importantes dans ma vie, dans le silence et l'observation. Mon entreprise, légère et ciblée, avait connu une croissance constante au cours des 5 dernières années. Pas d'investisseurs nous soufflant dans le cou, pas d'équipe de direction pléthorique, juste une poignée de personnes qui savaient ce qu'elles faisaient et qui se souciaient vraiment que ça marche. Nous n'étions pas tapas accent grave l'œil. Nous construisions simplement des choses qui fonctionnaient et nous gagnions de l'argent en le faisant, mois après mois, sans avoir besoin de l'approbation de personne. L'entreprise de Beth, en revanche, était du genre à faire la une des journaux pour annoncer des choses qu'elle n'avait pas encore construites, à organiser des soirées de lancement pour des produits encore en version bêta, à subir une hémorragie de talent pendant que la direction organisait des retraites de yoga. Je les avais observés s'effondrer lentement à distance pendant près d'1 an. Non pas parce que je leur en voulais, mais parce que je me fais un devoir de remarquer les inefficacités. Et l'entreprise de Beth était devenue un cas d'école sur la façon de ruiner quelque chose de bien par l'arrogance et les dépenses excessives. Quand j'ai entendu pour la première fois qu'il pourrait chercher à s'aligner avec un partenaire, c'est une amie qui l'a mentionné nonchalamment autour d'un café. Tu sais qu'ils perdent des talents, a-t-elle dit en tapotant le bord de sa tasse. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils commencent à sonder le marché. J'ai souri et hoché la tête. Mais mon cerveau avait déjà commencé à faire des calculs, à tirer des fils, à tracer une carte de la manière silencieuse dont il le fait toujours quand je sens l'odeur du sang dans l'eau. Je n'ai pas bondi, cependant. J'ai attendu, parce que le timing est primordial. 3 mois plus tard, j'ai reçu l'email. Un contact d'une société de capital risque commune m'a contacté pour tâter le terrain. Une discussion informelle, a-t-il appelé ça, sur des synergies potentielles. Traduction, ils sont aux abois et vous avez l'air stable. J'ai joué la carte de la décontraction, même si je savais déjà ce que je voulais. Je n'étais pas intéressé par le fait de les renflouer. Mais j'étais intéressé par ce qu'ils avaient, des talents en ingénierie, quelques brevets clés, une base de clients qui chevauchait la nôtre de la meilleure des manières. Je leur ai dit que nous pouvions parler, mais que ce serait à mes conditions et en toute discrétion. Pas de fuite, pas de battage médiatique, juste des chiffres et une structure. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est que personne n'a mentionné Beth. Pas une seule fois. Elle n'était pas dans la présentation. Elle n'était pas à l'appel. Elle n'était même pas en arrière-plan, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa position. Ils l'avaient déjà mise de côté, l'avaient acculée, et maintenant ils essayaient de nettoyer les dégâts sans prononcer le mot « échec » à voix haute. Je n'y ai presque pas cru jusqu'à ce que l'organigramme arrive. J'étais dans mon bureau tard un jeudi, le genre de nuit où l'air semble épais de dynamisme. Le document est arrivé dans un dossier protégé par mot de passe avec un objet générique. Mais quand je l'ai ouvert, il était là. Son nom, Beth Keller, directrice du développement de produits, me rapportant directement. J'ai fixé cette case pendant un long moment. Sans sourire, sans jubiler, juste immobile. C'était surréaliste.
Je n'avais pas vu son nom dans un contexte où j'avais autorité sur elle depuis que nous étions enfants. À l'époque où je gérais les fiches de score pour nos matchs de basket dans le jardin parce que je n'avais pas le droit de jouer si je ne comptais pas les points. Maintenant, je comptais à nouveau les points. Sauf que cette fois, le jeu n'était pas pour de faux. Et les points étaient très, très réels. Je n'ai rien dit à personne. Pas à mon petit ami, pas à mon quai fondateur, pas même à grand-père. J'ai laissé cela reposer dans ma poitrine comme une pierre jetée dans un lac. Des ondulations se propageant silencieusement vers l'extérieur. Je voulais juste que les formalités administratives soient terminées, que la transition soit propre et que l'accord soit conclu avant que quiconque ne dise quelque chose qu'il ne pourrait pas reprendre. Elle a attendu que le dessert soit débarrassé pour m'acculer. Elle m'a prise à part avec une main sur mon bras, juste assez ferme pour marquer le coup, et m'a conduite sur la terrasse arrière comme si nous allions avoir une discussion à cœur ouvert au lieu d'une confrontation. C'était quoi, ce bordel, a-t-elle sifflé, la voix aiguë, basse et pleine de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais sacrément proche de la panique. Tu ne pouvais pas simplement laisser passer? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose pour la première fois. Elle n'était pas en colère que je l'ai battue. Elle avait peur parce que je ne jouais plus le jeu. J'avais réécrit les règles et elle ne savait même pas à quelle page nous en étions. Et le pire, c'est qu'elle pensait encore que c'était récupérable. Elle pensait encore qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. Elle n'avait toujours pas compris que c'était déjà fait. Finalisé. Signé. Classé. Alors je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le jardin où nous jouions à la balle. Où elle lançait trop fort exprès. Où je faisais semblant que ça ne faisait pas mal. Et j'ai laissé le silence parler. La terrasse arrière grinçait sous nos pieds comme le fait le vieux bois quand il essaie de vous avertir que ce qui va suivre ne peut pas être repris. Beth arpentait l'espace à pas rapides et saccadés, chaque mouvement comme une étincelle provenant d'un fil trop effiloché. Ses mains étaient serrées en poing, même si elle n'était pas sur le point d'en donner un. Pas vraiment. Pas encore. Son visage avait perdu ce contrôle calme et suffisant qu'elle portait comme un insigne d'honneur. Et maintenant, il était à vif, rouge, la mâchoire serrée comme si elle mâchait du verre mais ne pouvait pas le cracher. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle dit. Pas une question, même pas une véritable accusation, plutôt une tentative désespérée de trouver une version des événements qui la rendait moins pathétique. Tu as manigancé tout ce foutu truc. Tu es restée assise là à attendre que je tombe juste pour pouvoir fondre sur moi et jouer l'héroïne ou la méchante. Bordel, je ne sais même plus laquelle tu penses être. Je me suis juste appuyé contre la balustrade et j'ai regardé le jardin. Le même carré d'herbe où nous nous poursuivions jusqu'à ce que quelqu'un pleure. Généralement moi. Généralement parce qu'elle poussait un peu trop fort et appelait ça une blague. Le même lopin de terre où nous avions enterré une capsule temporelle une fois, convaincus que nos futurs nous seraient des légendes à présent. Beth s'est rapprochée, la voix montant. Tu m'as toujours détesté d'être meilleure, a-t-elle dit, les yeux flamboyants. Plus intelligente, plus rapide, plus déterminée. Tu n'as jamais eu le courage de jouer à mon niveau, alors tu as attendu que je glisse et tu m'as donné un coup de pied alors que j'étais à terre. Vraiment noble, Aaron. C'est là que je me suis retourné, lentement, calmement, et que j'ai croisé son regard avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu de moi depuis très, très longtemps. La clarté. Pas de la rage, pas de la douleur, pas même de la fierté, juste l'immobilité de quelqu'un qui n'avait plus besoin de son approbation. Tu ne m'as jamais éclipsé, ai-je dit, sans élever la voix, sans presser mes mots. Tu parlais juste plus fort. Ça a fait mouche. Pas comme un coup de poing, mais comme une vérité si simple qu'elle ne pouvait être contestée. Beth a à peine tressailli, et c'est là que j'ai vu le changement. Ses yeux se sont rétrécis, son corps s'est tendu, et d'un mouvement fluide et réflexe, elle s'est avancée et a attrapé une poignée de ma chemise. Les vieilles habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? C'était de l'instinct, pur et stupide, et chargé d'histoire. Elle avait fait ce même geste une centaine de fois quand nous étions enfants. L'acte de l'alpha, le bombement de torse qui lui obtenait toujours ce qu'elle voulait parce que personne ne la remettait jamais à sa place. Ni les professeurs, ni nos parents, et certainement pas moi. Jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas bronché cette fois. Je suis resté là, immobile comme une pierre, la laissant sentir la différence, la laissant comprendre que la femme qu'elle agrippait n'était pas la gamine qui se recroquevillait dans son ombre. Je ne l'ai pas repoussée. Je n'ai pas levé la main.
Je n'en avais pas besoin. On n'est plus des gamines, bête, ai-je dit doucement, ma voix un scalpel. Et je ne travaille pas pour toi. Pendant une seconde, elle est restée là, les jointures blanches, le visage à quelques centimètres du mien. Puis elle a lâché prise lentement, les doigts tremblants comme si elle voulait frapper quelque chose, mais savait que ça n'aiderait pas. Elle a reculé d'un pas et a ri, un son amer et creux qui s'est brisé sous le poids de tout ce qu'elle ne voulait pas admettre. « Tu penses que ça fait de toi une femme meilleure ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Tu penses que racheter mon entreprise te donne de la valeur maintenant ?»« Je n'ai jamais eu besoin de racheter ton entreprise pour avoir de la valeur, » ai-je dit en me retournant vers le jardin. Mais apparemment, j'ai dû le faire pour te le prouver. Derrière nous, à travers la fenêtre de la cuisine, la lumière était allumée. Grand-père se tenait là, une main posée sur le comptoir, l'autre remuant quelque chose qu'il n'avait probablement même pas l'intention de servir, mais ses yeux étaient fixés sur nous, vifs comme jamais, observant comme le juge final dans une salle d'audience où nous n'avions pas réalisé que nous étions entrés. Il a souri. Pas un large sourire, juste la plus faible courbe au coin de sa bouche. Le genre de sourire que les gens portent quand ils voient un orage éclater enfin ou quand une vérité longtemps attendue se glisse enfin au grand jour et respire. Bette ne l'a pas vu. Ou peut-être que si, mais elle ne pouvait pas affronter ce que son sourire signifiait. Elle a reculé d'un autre pas, a secoué la tête et a marmonné, « Tu n'es pas celle que je pensais. » Je n'ai pas répondu, car que dire? Elle avait raison. Je ne l'étais pas. Mais la vérité qu'elle n'avait jamais vue, c'est que je n'avais jamais voulu être celle qu'elle pensait que j'étais. J'avais passé trop d'années à prétendre que le silence signifiait la faiblesse, que l'humilité signifiait la soumission, que le succès n'était pas réel à moins que quelqu'un d'autre ne le confirme. Mais maintenant, je savais mieux. J'avais déjà laissé cette version de moi-même derrière moi. Et peut-être, juste peut-être, c'est pour ça qu'elle était vraiment en colère, parce que pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas m'atteindre, ne pouvait pas me déstabiliser, ne pouvait pas gagner. Et je n'avais pas besoin de dire un seul mot de plus pour que ce soit clair. C'est alors que grand-père est entré. Il n'a rien dit au début, il est juste entré comme il le faisait toujours, lent mais stable, ses pantoufles frôlant le carrelage, sa robe de chambre bruissant doucement, les yeux clairs et concentrés malgré l'heure. Il s'est dirigé vers la cuisinière, a vérifié la casserole qu'il avait éteinte depuis longtemps, l'a remuée une fois avec une cuillère en bois comme si l'acte lui-même l'aidait à penser. Pendant un moment, nous avons juste existé ensemble dans cet espace, tous les deux ne disant rien, mais en disant tellement. Puis il s'est tourné vers moi, ce regard familier aussi vif qu'il l'avait été au dîner, et a fait un signe de tête vers le couloir du fond qui menait au bureau. « Viens » a-t-il dit, non pas comme une demande, mais comme une déclaration d'inévitabilité. Alors, je l'ai suivi dans le couloir, passant devant la lame de parquet qui grince près de la salle de bain, dans la petite pièce lambrissée où il gardait ses petits trésors depuis des décennies. Il s'est assis lentement dans son vieux fauteuil inclinable, m'a fait signe de prendre la chaise en face de lui et a fouillé dans le tiroir de la table d'appoint sans regarder. Sa main en est sortie, tenant quelque chose enveloppé dans un morceau de tissu, vieilli et usé. Il l'a déballé doucement, et elle était là, la montre de grand-mère. Tout le monde dans la famille avait supposé qu'elle irait à Bette. Bien sûr qu'il le pensait. La première née, la femme d'action. Mais il ne la lui a pas donnée. Il me l'a donnée à moi. Je l'ai gardée de côté pendant des années, a-t-il dit, la plaçant dans ma main ouverte comme s'il transférait une responsabilité plus qu'un bien. Ta grand-mère m'a dit de la donner à celle qui lui rappelait le plus elle-même. Pas la plus bruyante, pas la plus louée, celle qui restait silencieuse et continuait d'avancer. J'ai regardé la montre. La façon dont le verre rayé captait la lumière. La façon dont le bracelet en cuir s'était moulé au poignet de grand-mère et semblait maintenant prêt à épouser le mien. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais pas de questions, mais parce que je savais que ce n'était pas un moment pour les questions. C'était un moment pour recevoir. Elle a besoin d'attention, a-t-il dit après un temps, les yeux ne quittant pas les miens. Toujours, depuis qu'elle est petite. Elle n'est pas mauvaise, juste creuse d'une manière qu'elle ne comprend pas encore. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin des applaudissements. Tu avais juste besoin de temps. La porte a grincé derrière nous et nous nous sommes tous les deux retournés. Maman se tenait là, silencieuse comme toujours, tenant une tasse de café qui avait probablement refroidi. Ses yeux sont tombés sur la montre dans ma main et pendant un moment, il n'y a eu aucune expression. Mais ensuite, quelque chose a changé, à peine, un resserrement autour des yeux, un adoucissement de la mâchoire.
Pas de l'approbation exactement, pas du pardon, juste de la reconnaissance. Elle n'a pas parlé, a juste hoché la tête une fois et s'est détournée, c'est pas résonnant dans le couloir avec le poids d'une femme qui aurait peut-être souhaité avoir vu les choses un peu plus tôt. J'ai de nouveau regardé grand-père. Il l'a regardé disparaître, puis s'est retourné vers moi. Certaines choses ne s'achètent pas, a-t-il dit, lentement et avec certitude. Mais certaines personnes, oh oui, elles sont à vendre. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, a fermé les yeux et a expiré comme un homme qui venait de terminer le dernier chapitre d'une histoire que lui seul avait vraiment comprise. Et je suis resté assise là avec cette montre dans la main, sentant le poids de chaque instant qui avait mené à celui-ci. Pas en colère, pas triomphante, juste immobile. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Quand je suis entré au bureau le lundi, le nom de Beth avait disparu du système à 9h30. Pas de mémo interne, pas de réunion générale, juste disparu. À midi, ma boîte de réception s'illuminait de messages d'employés qui avaient attendu ce moment. Un ingénieur a dit que Beth s'était attribué le mérite de son travail 3 trimestres de suite. Une autre a décrit s'être fait hurler dessus lors d'un appel Zoom pour avoir posé des questions sur les délais du projet. J'ai lu chacun d'eux, et pour chaque ligne que je parcourais, je sentais quelque chose d'inconnu commencer à s'agiter en moi. Pas de la fierté, pas de la justification, une sorte de responsabilité, peut-être. Cet après-midi-là, papa a appelé. Il pleurait déjà. Il a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit. A demandé depuis combien de temps je savais. A demandé ce qui était arrivé aux petites filles qui jouaient au Lego sur le sol du salon. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, a-t-il demandé, la voix tremblante. Parce que je voulais une sœur, ai-je dit. Pas une rivale. Après la fin de l'appel, je suis resté seul dans mon bureau, les lumières tamisées, la porte fermée, pensant à Beth. Pas la dirigeante, pas la grande gueule, mais la fille aux genoux écorchés et au sourire tordu qui riait trop fort. Et je me suis demandé si elle me pardonnerait un jour, ou si elle se pardonnerait un jour à elle-même. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une enveloppe, lourde, pas physiquement, mais d'une manière qui semblait ancienne et en attente. Pas de nom sur le devant, pas d'adresse de retour, juste un mot de l'écriture de maman. Nette, familière et indubitable. Aaron. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Peut-être que je n'étais pas prête. Peut-être que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que le fait de ne pas savoir laissait encore des possibilités. Thanksgiving est arrivé, comme toujours. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Peut-être parce que moins de voix la remplissaient. Ou peut-être parce que le silence a tendance à rapprocher les murs. Beth n'était pas là. Son nom n'a pas été mentionné, mais elle était partout, dans les vides, le siège inoccupé, le couvert intact que papa avait mis malgré tout. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était plus comme un deuil, mais sans la clarté de la mort pour lui donner un sens. Après que la vaisselle ait été débarrassée, je me suis éclipsé dans le bureau. Je me suis assise à son bureau, au même endroit où je m'étais assise des mois plus tôt quand il m'avait donné la montre de grand-mère. Et cette fois, j'ai sorti l'enveloppe qui avait attendu patiemment dans le tiroir de mon bureau depuis que maman me l'avait laissée. Je l'ai ouverte. Il n'y avait qu'une seule ligne, tu as toujours été assez. Je ne savais juste pas comment le dire. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis je me suis adossé à la chaise, les yeux me piquant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les larmes sont venues lentement, pas dramatiques, juste réelles. Le genre de larmes qui s'échappent de vous quand vous avez trop retenu pendant trop longtemps. Et finalement, quelque chose se fissure de la bonne manière. Je n'étais plus en colère. Pas contre elle, pas contre Beth. Pas contre les années que j'avais passées à poursuivre une version du succès dont je pensais avoir besoin pour prouver quelque chose, parce que peut-être que j'avais eu besoin de le prouver. Peut-être que c'est ce qu'il a fallu pour réaliser que je n'en avais pas besoin. Grand-père m'a regardé une dernière fois avant que je parte et a dit simplement, bien. Maintenant, continue d'avancer. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai réalisé que le véritable héritage n'était pas la montre, ni la lettre, ni le signe de tête de ma mère. C'était la connaissance que j'avais survécu à l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi, et que je l'avais réécrite sans la permission de personne. Peut-être que j'ai gagné, ou peut-être que j'ai perdu quelque chose de plus grand en essayant de prouver que je n'en avais pas besoin. Mais une chose est sûre, certains dîners changent tout, et certains silences en disent plus que les applaudissements ne le pourront jamais. Alors, qu'auriez-vous fait?
Auriez-vous dit quelque chose à ce dîner, ou l'auriez-vous simplement laissé croire à son mensonge?